Nouvelle-Calédonie, actualité. S'est tenue la journée nationale de réflexion autour du don d'organes et de la greffe. Présentée aujourd'hui au CHT, la sensibilisation de la population doit se poursuivre. Actuellement, 130 personnes sont sur la liste d'attente pour un don de rein en Nouvelle-Calédonie. Seulement 12 dons ont été réalisés en 2022. On en parle dans un instant. La Nouvelle-Calédonie figure dans le top 5 des pays les plus producteurs de CO2 par habitant. Face à l'impératif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les usines métallurgiques préparent leur transition énergétique. On le développe dans cette édition. À Lifou, à l'occasion des 70 ans de la disparition de la Monique, l'écrivaine Isa Huala a dirigé un collectif d'artistes pour écrire un recueil intitulé « Sur la Monique ». Écrit en 24 heures à plusieurs mains, il a été présenté hier au public. Nous y étions et on le découvre dans ce journal. À la fin de ce journal, nous poursuivrons notre découverte de la résidence culturelle des artistes du Nord en plein préparatif avant de se rendre au 7e Festival des Arts Mélanésiens prévu mi-juillet au Vanuatu. Et ça se passe dans notre feuilleton de la semaine. Santé. Actuellement, 130 personnes sont sur la liste d'attente pour un don de rein en Nouvelle-Calédonie. Mais en 2022, il y a eu seulement 12 dons. La sensibilisation de la population est donc majeure. C'est pourquoi un stand s'est tenu aujourd'hui au CHT à l'occasion de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et de la greffe. Un reportage de Anna Mazer-Pirolon. Chacun d'entre eux a pu bénéficier d'une greffe de rein à la suite d'un don. Mais ils sont encore trop peu nombreux dans ce cas. En 2022, seuls 12 reins ont été greffés en Nouvelle-Calédonie, alors que 130 personnes sont en attente. Le centre hospitalier cherche à sensibiliser la population à ce sujet. Dans notre culture à nous, que ce soit mélanésienne ou wallisienne, c'est tabou, c'est presque tabou d'en parler. C'est dur de demander à une famille de pouvoir donner un organe à la personne. Si la personne de son vivant s'est exprimée en disant qu'elle était favorable à ce don, c'est beaucoup plus facile. Ce que dit la loi, c'est que si on n'a pas exprimé un refus, on est donneur automatiquement. Mais on essaye toujours de voir avec la famille quelle était la position de la personne là-dessus. Sur le Caillou, 2 fois plus de personnes souffrent d'insuffisance rénale qu'en métropole. Chaque don devient alors précieux. La greffe de rein, c'est quelque chose qui est essentiel sur le territoire parce qu'il y a beaucoup d'insuffisance rénale sur le territoire, que le meilleur traitement d'insuffisance rénale, c'est la greffe rénale. La greffe rénale permet d'augmenter l'espérance de vie, qu'elle permet de retourner à une vie sociale, à une vie de travail. Les gens ne sont pas attachés à la dialyse 3 fois par semaine, n'ont pas des kilomètres à faire pour trouver un centre de dialyse, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie. J'ai eu du mal à trouver du travail en CDI. Parce qu'au bout du moment où ils savent que tu es malade, en fait, on te met un peu de côté. En fait. Sachant que nous, on est dialysé 3 fois par semaine, ça veut dire que 3 fois par semaine, on va être un peu plus fatigué. Alors qu'après plusieurs années d'attente, les patients reçoivent ce fameux coup de téléphone leur annonçant un greffon compatible, les émotions prennent le dessus. Pour nous, c'est une renaissance. Quand vous allez parler avec des transplantés, ils vont dire c'est une renaissance. Parce que leur vie est chamboulée quand on est en dialyse. Notre vie, elle est plus pareille. Parce que toute la famille est touchée quand on est dialysé. Parce que on rentre, on est fatigué. Eux, ils ne savent pas quoi faire pour nous aider. 75% des personnes greffées vivent avec dans les 10 ans suivant la greffe. Politique, Elisabeth Borne estime, je cite, qu'une solution consensuelle peut être trouvée sur le dégel électoral, du corps électoral. Interrogée mercredi au Sénat, la Première ministre s'est montrée confiante. Elle entend réunir les indépendantistes et les non-indépendantistes fin août à Paris pour convenir d'un accord. Des précisions de Gédéon Richard. Je l'affirme devant vous, comme je l'ai dit à la délégation du FLNKS, je crois qu'un gel indéfini du corps électoral provincial questionnerait nos principes démocratiques comme nos engagements internationaux. Des échanges techniques sont actuellement organisés par le haut-commissaire à Nouméa et je suis persuadée qu'une solution consensuelle peut être trouvée sur ce point comme sur les autres. Je suis prête à inviter l'ensemble des partenaires à partir de la fin du mois d'août pour conclure l'accord que les Calédoniens attendent.
Interpellée par le sénateur Pierre Frogier, la première ministre Elisabeth Borne s'est exprimée sur la Nouvelle-Calédonie mercredi au Sénat. L'occasion pour la chef du gouvernement de rappeler son attachement à la tenue d'élections provinciales en 2024. Alors qu'un déplacement en Nouvelle-Calédonie du président de la République Emmanuel Macron est évoqué fin juillet, la première ministre a confirmé que les discussions entre les indépendantistes, les non-indépendantistes et l'État se poursuivent au Haut-Commissariat. Depuis la venue du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin, au début du mois, les négociations portent sur le transfert des compétences, le droit à l'autodétermination et l'évolution du corps électoral. Environnement et économie à présent, nous sommes le 5e pays le plus gros émetteur de CO2 par habitant au monde, avec la population locale grandissante, notamment à Nouméa, associée à une forte activité métallurgique. La Nouvelle-Calédonie n'est pas un modèle en termes de consommation d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Et on en parle dans notre grande cause, à savoir l'urgence climatique. En 2020, selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique en Nouvelle-Calédonie, plus de 30 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par habitant ont été émises, alors qu'il faudrait atteindre 2 tonnes pour limiter le réchauffement climatique. Concrètement, qu'ont prévu nos usines face à cette urgence climatique? Élément de réponse avec Océane Zobler. La vieille dame fait partie du paysage calédonien depuis plus de 140 ans. Si le premier groupe métallurgiste du pays a permis de faire vivre l'économie calédonienne, il est cependant loin d'être un modèle écologique. Sa centrale accostée temporaire au fioul, mise en service en octobre dernier pour 3 ans, doit permettre de réduire de 30% les émissions de CO2 par rapport à l'ancienne centrale B. En 2013, la SLN produisait 924 000 tonnes de CO2 par an. L'utilisation du gaz, s'il est moins avantageux financièrement, aurait néanmoins permis de réduire ses émissions de 50%. Pourtant, le schéma de la transition énergétique, acté lors de la COP 21 en 2015, engage la Nouvelle-Calédonie vers une métallurgie plus verte. Cette transition, soutenue par l'Union européenne, prévoit de réduire de 10% les émissions de CO2 de l'industrie minière avec 50% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Pour y arriver, la SLN envisage des projets photovoltaïques, des unités de stockage et 3 petites centrales à gaz. Des projets qui restent incertains tant que la vieille dame ne se sera pas engagée à utiliser 70% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Le métallurgiste Prony Resources vise la neutralité carbone d'ici 2040 avec le remplacement de la centrale à charbon par une méga centrale photovoltaïque. Cette dernière devrait permettre de couvrir 2/3 des besoins énergétiques de l'usine hydrométallurgique. Une première tranche devrait être fonctionnelle dans le courant de l'année. KNS monte également dans le train et prévoit plusieurs mesures immédiates, optimisation dès à présent de l'énergie au sein de l'usine et remplacement de la centrale à charbon d'ici 2035 pour réduire de 50% ses émissions totales de dioxyde de carbone. Selon l'Institut de l'économie pour le climat au niveau mondial, la situation est urgente. Les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 51% ces 30 dernières années. 32% de ces émissions sont produites par la Chine, 15% par les États-Unis et 7% par l'Union européenne. Cette dernière s'engage quant à elle à atteindre la neutralité carbone en 2050. Au vu des engagements pris par l'ensemble des pays dans le cadre de l'accord de Paris, il est prévu que la température moyenne augmente d'environ 3 degrés d'ici 2100. Les conditions de vie sur Terre seraient alors de plus en plus difficiles, voire impossibles par endroits, et les conséquences sur notre écosystème irréversibles. Les Koniambo Nickel, engagés dans cette démarche, préparent depuis plusieurs mois le terrain pour commencer à optimiser sa consommation d'énergie. Comment ça se passe concrètement? Cette transition vers un nickel vert va-t-elle impacter la production? Élément de réponse avec Océane Zobler. Qu'est-ce qu'on enclenche comme action? À quelle échéance? Qu'est-ce qu'on les grosses, les petites, ce qu'on peut faire facilement? Et qu'on commence à se construire notre plan d'action sur la transition énergétique et sur le volet optimisation. Okay. Des groupes de travail sont en place depuis plusieurs semaines au pied de l'usine de Koniambo Nickel. À l'ordre du jour, cibler les pertes d'énergie pour limiter l'émission de dioxyde de carbone. Par exemple, à l'entrée, quand tu produis ton électricité à la centrale charbon, on va utiliser l'équivalent de 500 MW de charbon
mais au final, pour les fours, on en a vraiment besoin de 150. L'idée, c'est de trouver où est-ce qu'on a des pertes d'efficacité en cours de route. Ça peut être d'être meilleur sur notre maintenance, ça peut être d'avoir des manières de fonctionner autrement. Voilà, c'est toutes des choses d'exploitation très simples, d'exploitation de maintenance, qu'il faut que dans notre organisation, on améliore. Pour KNS, c'est un nouveau chapitre qui s'écrit. Les prochaines étapes engendreront des investissements plus importants avec l'intégration des énergies renouvelables et le remplacement de la centrale à charbon pour réduire de moitié les émissions de CO2. Le point qui est important pour nous en complément, c'est de vraiment travailler en coopération avec l'ensemble des acteurs du territoire. Donc sur les énergies renouvelables, c'est super important pour optimiser les moyens de stockage sur tout le pays. Et pour le gaz naturel, c'est de pouvoir importer un maximum de gaz naturel, de produire un maximum d'énergie qu'on pourra redistribuer pour nous, Koniambo Nickel, mais aussi pour le territoire et les autres métallurgistes. En parallèle, l'usine du Nord poursuit sa montée en puissance grâce notamment à la stabilisation électrique des fours. En début d'année, on a inversé la polarité d'une électrode sur chaque four, ce qui nous a permis en fait de gagner en stabilité électrique. On arrive à monter maintenant jusqu'à 90 MW. Ça nous permet d'avoir de très bonnes performances et notamment au mois de mai, on a produit plus de 3000 tonnes de nickel. Notre objectif, c'est bien évidemment de limiter les émissions de CO2 et donc on a de nombreux projets qui sont en cours pour arriver à ces objectifs tout en gardant l'objectif de produire plus de nickel en sécurité. Les objectifs de cette transition nickel seront-ils atteints? Avec l'ambition d'être totalement vert d'ici 2050, il y a encore du chemin. Néanmoins, on peut dire que l'usine du Nord avance doucement mais sûrement. Culture à présent. Cette année, nous célébrons le 70e anniversaire de la disparition de la Monique. Un nouveau recueil de textes d'un collectif dirigé par l'écrivaine Issa Ruala est paru, intitulé « Sur la Monique ». Écrit en 24 heures, ont collaboré des illustrateurs, des auteurs, des slammeurs et des conteurs sur une idée originale, celle d'une lecture acoustique réalisée par Issa Ruala et 3 musiciennes, que ce recueil a été présenté hier au public à la médiathèque Lona de Lifou. Henri Nailolo était présent. Un reportage sans commentaire. Le 31 juillet 1953, une date que je n'oublierai jamais. Une date qui restera dans nos mémoires. La date de ta disparition. Venu d'Ouvéa, en direction de Lifou, tu arriveras à Marais. On te verra partir pour la dernière fois, destination Nouméa. Mais tu n'arriveras jamais à bon port. Avec tes 108 passagers et tes 18 hommes d'équipage, la Calédonie entière était désespérée. Oh ma Monique, je regarde l'horizon. Est-ce que la mer un jour te ramènera? Oh ma Monique. Oh ma Monique. On utilise la lecture acoustique, c'est pour faire découvrir autrement aux gens les histoires qui sont dans ce recueil. S'ils ont la flemme de lire, ben, au moins ils pourront écouter nous nos histoires, mais aussi les chants qui accompagnent. Tout est arrivé grâce aux 24 heures d'écriture qu'on a organisé l'année dernière chez Bassier et Vézier à Wézieng. Donc avec les auteurs et puis même ceux qui voulaient participer, qui voulaient écrire et suivre le projet des 24 heures d'écriture. On n'avait pas pensé l'éditer, c'était vraiment pour nous, pour permettre un espace de création. Puis quand on a eu les retours, les écrits qui ont été racontés lors de la restitution, ben, pour moi c'était évident qu'il fallait les publier parce qu'ils étaient beaux. Il a été écrit par beaucoup de descendants de disparus. Donc c'est un livre qui est puissant et qui est puissant et qui rend hommage justement à ces disparus de la Monique. Cet ouvrage est destiné aussi bien pour les enfants, les ados que pour les adultes et bien sûr dedans, puisque cet ouvrage il est écrit aussi par des enfants, dedans il y a aussi des jeunes slammeurs de Naïsanou qui ont contribué à enrichir ce recueil.
Beaucoup de questions travaillent notre imagination. Nous avons cherché dans toutes les directions, mais aucune indication, aucune solution. Et c'est maintenant le soir. Dans nos têtes, tout devient noir. Ici, dans notre collège de Paris Soir, l'espoir fait place au désespoir. Ton histoire restera dans nos mémoires. Paru aux éditions Humanis, l'ouvrage est disponible à la bibliothèque Lona à Lifou et à la librairie Calédolivre à Nouméa. Passons à notre feuilleton de la semaine consacré à la résidence culturelle de la province Nord avant de se rendre au 7e Festival des Arts Mélanésiens mi-juillet au Vanuatu. Ce soir, dans notre 4e épisode, faisons un petit bond en arrière. Nous avons suivi des premières rencontres et réflexions de création. Gaëtan et René, tous deux originaires de Bako, ils sont constructeurs de cases traditionnelles. Et c'est dans la case qu'ils ont puisé leur source d'idées, celle de prendre un élément important de la structure, de l'architecture de la case, à savoir le panier, et d'en faire une œuvre centrale dans les performances artistiques qu'ils présenteront au festival. Voyons de quoi il s'agit. Un reportage de Natacha Ogi et Lina Wakaseu. Là, je récupère les matières pour confectionner le costume pour la danse. Voilà, c'est cette matière-là qu'on récupère sur les endroits miniers, si on peut le dire. Des matières premières que René choisit avec minutie. Il repère les plus belles lianes pour confectionner sa corbeille qu'il agrémentera ensuite pour la transformer en costume de danse. Voilà, c'est cette liane-là, on la récupère sur les arbres. Ils grimpent plutôt sur les arbres. La vraie liane pour construire les cases, ils iront plutôt par terre, dans le sable. Récolte des matières premières terminées, place maintenant à la confection de la corbeille. Une fois chauffées pour les rendre malléables, il faut façonner les tiges et les lianes pour leur donner de belles courbes. On essaie de bien les aligner. Détenteurs d'un savoir ancestral, René et Gaëtan ont eux aussi questionné leur savoir-faire pour se reformuler et se renouveler à partir des traditions. On nous demande de faire de la création avec ce qu'on connaît déjà. Le savoir qu'on a déjà sur les cases, on sait déjà faire des cases attachées. Et puis de cela, on essaie d'innover, quoi. Avec le savoir déjà que les vieux nous ont transmis, on essaie d'innover avec, pour pouvoir attirer les enfants à regarder leur culture de plus près, quoi, à s'intéresser, à s'imprégner de ça. Pour l'heure, les deux artisans finalisent encore leur œuvre qui prendra place ensuite dans la grande danse commune que la délégation du Nord présentera lors de la 7e édition du Festival des Arts Mélanésiens. Et demain, dans notre dernier épisode de la semaine, nous assisterons aux répétitions générales de toute cette semaine de création. Poursuivons dans le même thème, à savoir la valorisation et la transmission du patrimoine et des savoirs culturels. Une formation pour fabriquer des pirogues traditionnelles à Canala a lieu depuis lundi. Des hommes de l'île des Pins ont été invités par la mairie de Canala. Ils ont 2 semaines pour former les jeunes à la construction de ces pirogues. Objectif, se réapproprier ces connaissances et les faire perdurer dans la commune. Un reportage de Anissa Toussi. C'est pour ça qu'on le laisse un peu, parce qu'il faut d'abord faire ici, tout ce qui est en bas. Parce que si tu fais en bas en haut, quand tu vas attaquer en bas, des fois c'est trop fin. Il faut finir d'abord en bas, quand tu as la bonne coupe, après tu regardes par rapport à l'épaisseur, ce que tu vas faire ici, voilà. Tu vas enlever là. Octave est originaire de la tribu de Vao à l'île des Pins. Avec 2 hommes de sa famille, ils ont 2 semaines pour partager leur savoir-faire sur la construction de la pirogue traditionnelle auprès des jeunes de Canala. Cette activité entre dans le cadre du Forum des artistes qui débute officiellement la semaine prochaine en amont de la fête de la mandarine. Pour réaliser ces pirogues, les hommes creusent ces troncs de pin colonnaire provenant de la tribu d'Ema à Canala. Normalement, il était prévu de faire une seule pirogue, mais voilà, comme il y avait 3 troncs, celle-là, c'était un peu pour apprendre aux garçons le maniement des outils. Voilà. Aujourd'hui, il y a des outils un peu plus traditionnels, mais il y a aussi des outils modernes comme la scie à chaîne et tout ça, tout ce qui est électrique.
des outils manuels, c'est voilà, la baramine, on appelle la herminette. C'est le plat, ou l'autre c'est le creux. Voilà. Cette formation est à l'initiative de la mairie de Canala. L'objectif principal est de permettre aux jeunes de se réapproprier ce savoir-faire traditionnel. Comme nous ici à Canala, on a perdu un peu cette façon de faire les pirogues, de faire la pirogue. Donc c'était de ramener les gens de l'île des Pins pour faire une formation aux jeunes qui sont ici, à savoir toutes les bases, comment on fait. Et puis après peut-être que ça va donner une idée à ces jeunes-là de pouvoir construire une pirogue, mais avec les matières qu'ils ont sur Canala. Et peut-être que la pirogue de Canala va émerger encore dans les temps qui vont venir. Voilà, c'est un peu ça l'objectif au fait. Une dizaine de jeunes a été sélectionnée pour participer à cet atelier. Les organisateurs ont privilégié ceux des tribus du littoral. Le chantier avance vite et les jeunes sont motivés. C'est avec beaucoup d'intérêt que Pascal y participe. Maintenant, il n'y a plus nos vieux d'avant. Maintenant, c'est nos vieux d'aujourd'hui qui nous viennent faire montrer à nous. Mais comme c'est les enfants de bord de mer, pour nous c'est très important. C'est la tradition que nos ancêtres ont toujours fait auparavant. Maintenant, il faudrait quelque part que nos jeunes ils apprennent ce que nos vieux ont fait. La fabrication de ces pirogues traditionnelles devra prendre fin lors de la clôture de la fête de la mandarine, qui aura lieu le week-end prochain. Les jeunes seront par la suite formés à la navigation. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.